Bonjour à tous, bonjour, vous êtes les bienvenus dans Littoral. Grande émission cette semaine, près d'1h30 d'émission en direct pour vivre au plus près et de l'intérieur le moment fort de la semaine du golfe du Morbihan, la grande parade. Alors pour vous situer les choses un petit peu au milieu d'une foule là, qui envahit les plages, nous sommes sur l'île de Berdères, dans le golfe bien sûr. Et dans quelques minutes, la flotte va passer derrière moi, elle va venir de là-bas. Elle va rentrer dans le golfe par Port-Navalo en quelque sorte, passer derrière l'île Berdères, passer également derrière l'île Aux Moines qui est de l'autre côté là-bas. Et puis ensuite toute la flottille, il y a plus de 1000 bateaux de tout type, de tout genre, de toute forme et de toute taille. La flotte des bateaux va s'égayer dans les différents ports de cette semaine du golfe. Et je ne suis pas tout seul pour vous parler de tout ça, sous un soleil magnifique. Elle est pas belle la vie, hein, dans le golfe du Morbihan avec plein de bateaux et un super soleil. Il y a quand même pire, non? Vous serez d'accord avec moi? Je ne suis pas tout seul, je suis avec Isabelle Réty, qui elle a encore plus de chance parce qu'elle est sur un Zodiac, au milieu de la flotte, et elle va vous faire vivre ça de l'intérieur. Oui, bonjour Laurent, effectivement, hein, j'ai beaucoup de chance. Alors je ne suis pas très loin de vous en réalité, hein, mais je suis, comme vous l'avez dit, au milieu de l'eau et là on attend les bateaux, ça ne devrait plus tarder même parce qu'on commence en fait à apercevoir les mâts des premiers bateaux. Normalement c'est Notre-Dame des Flots qui devrait ouvrir cette parade. Alors les bateaux vont arriver sur ma droite, ils vont passer ensuite entre l'île de la Jument et l'île de Berdères où vous vous trouvez, et là où je me trouve, moi le spectacle promet vraiment d'être magnifique. Alors à mes côtés, Gwendal Jaffry, rédacteur en chef du Chasse-Marée, une revue qui cette année fête ses 30 ans, on en parlera, mais on essaiera surtout de vous faire découvrir les plus beaux de cette flotte. On essaiera même de monter à bord si le courant le permet. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne vais pas traîner Laurent parce que effectivement je vois les bateaux qui arrivent. On va essayer de les rejoindre et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. D'accord Isabelle, merci beaucoup. On vous retrouvera effectivement tout au long de cette émission. Essayez de monter à bord, c'est quand même plus sympa. Bonjour Anne Burla. Mettez bien votre micro. Merci de nous avoir rejoints sur cette magnifique plage de l'île de Berdères. Alors vous êtes le grand Manitou, j'allais dire, de plein de rassemblements nautiques depuis des années. Comment c'est né tout ça? On en est à la 6e édition de la semaine du golfe. Disons que j'assiste à la gestation. Comment c'est né tout ça? Écoutez, je suis obligé de dire que d'abord, tout ça est né, comme tous les rassemblements autour du patrimoine maritime, grâce à la revue Chasse-Marée, il y a 30 ans, qui fêtait d'ailleurs ses 30 ans à la Semaine du Golfe à Vallières, et à Bernard Cadoret et ses amis, et à tout ce mouvement associatif qui a réuni tous les passionnés. Il se trouve que parmi ces passionnés et ces praticiens de la voile, il y avait 3 grands marins, un Brestois, 2 Morbihanais. Alors, je suis obligé de les citer, hein, c'est les 2 Morbihanais, Paulique Belenfant, William Vogel, le Brestois, Jacques Esquerrois, des gens qui eux-mêmes étaient des amoureux, étaient des praticiens de la voile, et qui s'avisent quand même que le Morbihan mérite, et que le golfe mérite un bel événement. Et voilà. Et après, il y a une belle écoute. C'est vrai, part de la collectivité. Et il y a plein de monde, on le sait, qui vient, on le voit ici, il y a plein d'embarcations. Les gens sont venus se poser sur la plage, déjeuner tranquillement, pique-niquer, puis ils attendent le spectacle en fait qui va passer derrière nous. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une grande tradition maritime de voile traditionnelle en France, il y en a aussi en Grande-Bretagne. On le verra tout à l'heure avec une des légendes de ce monde-là, qui est un Américain qui s'appelle Lance Lee. Il y en a aussi aux États-Unis et il y en a au Pays Basque, puisque c'est l'invité d'honneur cette année, on en parlera tout à l'heure. Mais il y en a aussi aux Pays-Bas et on va découvrir tout de suite un des gros bateaux de la flotte. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelques images, quelques belles images, parce que ça ne dure pas qu'aujourd'hui la semaine du golfe. Si ça s'appelle la semaine, c'est bien parce que ça dure une semaine. Et donc on a collecté un petit peu, vous allez les voir, les images de cette belle semaine, de ces passages de bateaux qui ont navigué dans le golfe du Morbihan pendant toute la semaine, en se faisant admirer un petit peu par tous les gens. Et puis on peut monter dessus aussi, bien sûr, pour participer à tout ça. Alors je reviens à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire ce gros bateau de la flotte. Il y en a plusieurs, hein. Il y a l'Étoile du Roi de Escoffier, on le verra tout à l'heure. Et parmi ceux-là, il y a un Hollandais qui vient des Pays-Bas et de Rotterdam très précisément. Il s'appelle l'Oosterskeld et c'est Pascal Vanier qui nous le présente. C'est un ballet universel chez les marins quand l'on veut donner à son bateau les plus beaux reflets de son histoire. On passe la vadrouille sur le pont. Ponçage et peinture sont aussi de bon ton. Entretenir les cordages, c'est bichonner les taurons. Et le quotidien de la seule demoiselle d'équipage est tout sauf le ronron. Ça entretient la forme quand vous travaillez sur ce bateau. Lui aussi est clinquant, l'Oosterskeld, véritable monument de la marine à voile hollandaise.
Vous avez bien lu la date 1917, construit pendant la Grande Guerre. À Rotterdam, le magnifique trois-mâts a élu domicile dans la partie historique du port, épargnée par les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Oosterskeld n'est pas un musée flottant. Il est ambassadeur officiel de sa ville sur tous les océans. Nous avons fait le tour du monde, nous sommes allés en Antarctique, nous avons navigué dans le Nord, nous essayons de naviguer partout dans le monde et de montrer un peu aux gens le patrimoine maritime de la Hollande. Ce jour-là, Sébastien, le capitaine, et son second, Martin, préparent le voyage jusqu'au golfe du Morbihan. Ils se rendent pour la première fois dans ce paradis breton entre ses méandres et ses cailloux. Selon l'orientation des vents, l'Oosterskeld passera au large de la côte sud anglaise, où il longera la Belgique. On va faire le voyage en 5 jours, avec une marge de 3 jours en cas de mauvais temps, et nous allons faire escale dans quelques ports pour profiter de la beauté de l'environnement. Les 6 membres d'équipage ne sont jamais seuls pour goûter les bonheurs de naviguer. En fait, c'est même le travail du schooner hollandais. Emmener à bord des matelots sans spé ou des amoureux transis du perroquet et du cacatois. C'est un 6e voyage pour madame. Beaucoup de vent, beaucoup de soleil, des gens sympas. Je n'attends pas plus de ce voyage. Quand je suis sur l'Oosterskeld, tout se passe toujours bien. Au milieu du trafic permanent du plus grand port européen, l'Oosterskeld fait toujours figure d'extraterrestre, ou plutôt d'extramarin, même si le fret fut sa première vocation. Vendu puis revendu, amputé même, il est redevenu depuis 20 ans le dernier vrai Hollandais flottant de sa génération. Retour toujours en direct donc sur l'île Berdère, au cœur de ce qui va être la grande parade dans quelques minutes, la grande parade du Golfe, de la semaine du Golfe. Anne, on vous retrouve là, on est devant des voiles avirons. Alors on va expliquer après pourquoi c'est divisé en flottilles cette grande parade, mais c'est une flottille qui est très importante et ça c'est vraiment l'essence même des bateaux traditionnels. C'est un bateau qui est très bien adapté, particulièrement bien adapté à la configuration du golfe du Morbihan. Donc il n'y aura qu'à demander aux équipages, ils se régalent dans le golfe parce que leurs bateaux sont très maniables. Ils ont 2 modes de propulsion, donc comme le nom l'indique, l'aviron et la voile. Donc j'ai une petite voilotière. Et donc c'est une de nos familles aussi adorées et adorables. Ils étaient 250, je crois qu'ils sont 250 à être présents, 250 qui par exemple étaient avant-hier à Saint-Armel, parce que évidemment chaque port accueille différentes flottilles. Ouais. Donc voilà, et c'est une flottille qui est... Les équipages sont vaillants parce que pour venir, c'est une véritable expédition, il faut venir sur remorque. Alors certains, notamment les Hollandais... L'aventure commence avant même d'être là. L'aventure commence, ça se programme. Ouais. Et c'est pour ça que c'est la magie d'un rendez-vous. C'est-à-dire que des mois avant, on se réjouit d'eux. Là, on est favorisé par la date de la semaine du Golfe qui est en juin, qui leur a permis de préparer. La météo, j'avoue, n'est pas désagréable. Fait fort là-dessus. N'est pas désagréable. Pourquoi est-ce que vous avez divisé cette grande parade en flottille alors? Bon, alors ça, c'est vraiment l'idée de génie des fondateurs de la semaine du Golfe que j'ai cité tout à l'heure. Le Golfe, ce n'est pas un seul port, c'est donc 15 ports. Bien sûr, le Golfe a vocation à réunir toutes les traditions maritimes et tous les modes de pratique maritime. Donc comment faire? L'idée, c'est de les faire permuter, sachant que le Golfe, c'est une petite mer, sachant que ça se traverse relativement rapidement. Et pour créer le spectacle, mais aussi pour créer l'émotion de rencontres multiples, variées, voilà, on les divise en fonction de leur type, de leur mode de navigation, de leur aspect, bien évidemment.
Et quelque part, c'est aussi lié à leur histoire culturelle, c'est des cultures différentes. Ouais, alors et justement, chaque port les accueille. Justement, les invités d'honneur, alors qu'on voit des images d'hélico, le spectacle commence, là on est au cœur de tout ça. Pourquoi ce sont les Basques qui sont les invités d'honneur cette année? Pourquoi les Basques? C'est vrai que c'est un vrai peuple de navigateurs, ils sont partis beaucoup explorer. Hein. Oui, tout à fait. C'est des grands marins, les Basques. Alors il y a en plus des relations formidables et d'acquaintance entre le Pays Basque et la Bretagne, des liens culturels, mais aussi beaucoup plus pragmatiquement, cette équipe-là d'Albaola, à Pattaya, on les connaît depuis très longtemps. Ils écument les fêtes maritimes, pas seulement en France, hein, ils sont très internationaux. Ils sont allés aux États-Unis. Le leader de ce groupe connaît bien l'Anslick, vous allez voir tout à l'heure. Et ces bateaux, eh bien, tout simplement, on les a vus à l'œuvre et on a eu envie de les inviter. Alors, on va revenir sur ces Basques, ces navigateurs basques avec des noms que vous avez cités. Albaola, c'est l'association. Pattaya, c'est le port là-bas. Et puis, il y a une figure emblématique, effectivement, qui s'appelle Xavi. Et on va le découvrir dans ce reportage. Vous allez tout comprendre sur les Basques. Pattaya, à 5 km au nord de San Sébastien. C'est ici, dans cet ancien port morutier et baleinier, que Xabi Agot et son association Albaola ont jeté l'ancre, réalisant le vieux rêve de relancer le patrimoine maritime du Pays Basque. J'ai passé mon enfance dans le port de San Sébastien à faire la pêche, à naviguer dans les petits bateaux traditionnels. Et j'étais témoin de la disparition du patrimoine maritime. Il y a une trentaine d'années que les derniers chantiers traditionnels ont fermé, et le métier s'est perdu. Je suis parti donc aux États-Unis pour apprendre mon métier. Alors je venais juste de faire une étude sur la traînière. La traînière est un bateau qui naît au XVIIIe siècle pour faire la pêche à la sardine. C'est un bateau révolutionnaire. Et j'avais dans les mains un plan du XIXe siècle. Et on s'est dit, tiens, on va construire ce bateau. On l'a construit là-bas. Et c'était très intéressant. C'est un projet très très joli et qui me tient à cœur parce qu'il avait été financé par les Basques d'Amérique, la diaspora, tous les continents américains, depuis l'Argentine jusqu'au Canada, en passant par les États-Unis, le Mexique, l'Uruguay, le Brésil, enfin presque tous les pays américains. Et ils se sont réunis pour financer ce bateau et ensuite pour l'offrir aux pays de leurs ancêtres. Et alors c'est là qui est née l'association Albaola. Pour nous, il était très important de faire du bruit autour de ce bateau. Et on s'est dit, tiens, on va faire une navigation qui va longer toute la côte basque, en commençant à l'ouest, du côté de Bilbao, jusqu'à Bayonne. Donc, on a fait 29 escales en 29 jours. Chaque jour, on prenait un équipage local, c'est-à-dire une douzaine de personnes, qui amenaient le bateau au port suivant. Ça a été très médiatisé et grâce à ça, nous avons créé notre centre de recherche et construction de bateaux traditionnels au Pays Basque et ça a été ici à Pattaya. Bueno, siempre he vivido aquí en Pattaya y he visto los barcos. En fait, j'ai toujours vécu ici à Pattaya et j'ai vu les bateaux. J'ai navigué avec, mais je n'y trouvais pas d'intérêt particulier. J'aimais plus ce qui touchait à la montagne qu'à la mer. Pour la mer, je n'avais pas beaucoup d'attirance. Mais avec les changements qu'amène la vie, j'ai commencé à faire du kayak. Ça m'a amené à connaître Xabi, l'association. Et c'est comme ça que ça a commencé. Lancée en 2000, l'association a pris de l'ampleur et Xabi a pu développer son concept de chantier-musée. Un endroit où l'on répare, où l'on construit et reconstruit les bateaux et où le public peut venir voir le travail en train de se faire. Depuis un an, Albaola s'est encore agrandi. Ils sont aujourd'hui hébergés par le Conseil général du Pays Basque espagnol dans un ancien chantier naval. Là, ils ont acquis l'espace nécessaire à leurs nombreux projets
qui vont de la sensibilisation auprès de jeunes en difficulté à une école de savoir-faire maritime internationale. Car ici, c'est déjà un peu la tour de Babel. Y el blanco solamente aquí. Y muy ligera para que no se caiga igual con el rojo. I came here to Je suis venu ici pour découvrir et apprendre comment se construisaient les bateaux traditionnels basques. Les bateaux traditionnels m'intéressent de manière générale. Et puis je voulais apprendre les langues, voir comment ça marche ailleurs et voyager. Je n'avais jamais vu de bateaux basques avant de venir ici, et quand je les ai vus pour la première fois, je ne les ai pas aimés. Parce que je suis habitué aux lignes des bateaux américains, mais maintenant je les aime beaucoup. J'ai beaucoup appris. Je suis un menuisier classique. D'habitude, je travaille dans des intérieurs. Je fais seulement des meubles. Là, c'est une toute autre histoire. C'est un bon complément à ce que j'ai appris en Allemagne. Autrefois, ce qu'il faisait, c'est qu'il doublait les membrures parce que la membrure originelle était fatiguée, quoi. Et là, bon, j'ai pris la peine de toutes les enlever, ce qui entraîne de devoir boucher tous les trous avec des petites chevilles que j'ai faites à la main parce qu'il faut qu'elles soient coniques. Il y en a à peu près 2000. Hein. Et ensuite, une fois les trous bouchés, ben, on refait des trous pour mettre les nouveaux clous et voilà, on s'amuse, quoi. Ça n'est surtout pas la nostalgie, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. C'est plutôt même une démarche contemporaine, et en ce sens qu'on va se nourrir du savoir de nos ancêtres pour aller au-delà. Parce que aussi, ce savoir-faire a été complètement remisé, hein, et peu de gens savent au Pays Basque qu'en construction navale, nos ancêtres ont été parmi les leaders en Europe, quoi, hein. Mon travail ici est d'être dessinateur. Il y a des concepts qui sont difficiles à montrer sans utiliser des illustrations. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ici, au Pays Basque, à une époque. Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, on a adapté les arbres pour qu'ils produisent directement les pièces appropriées pour la construction navale. On suppose qu'ils contrôlaient de manière très élaborée la production de bois dans la montagne. Et de cette façon, des pièces qui auraient été difficiles à trouver à l'état naturel s'obtenaient d'emblée directement sur l'arbre. La dynamisation du patrimoine maritime, il faut le faire avec les gens. Il faut inviter les gens à qui deviennent acteurs du patrimoine maritime. Alors beaucoup de visiteurs, ils nous ont toujours demandé dans quel musée allaient être les bateaux exposés, n'est-ce pas? Et nous, on leur a toujours répondu que notre musée est la mer, puisque tous les bateaux que nous construisons, ils sont mis ensuite à l'eau et ils sont dynamisés par les membres d'Albaola. Donc on navigue ici, on participe dans des fêtes maritimes et en plus, ce sont des activités dans lesquelles on prend beaucoup de plaisir. Toujours en direct sur l'île Berder pour cette grande parade de la semaine du Golfe avec en tête de cortège les ostréiculteurs et les pêcheurs du Golfe du Morbihan qui protestent contre les rejets de vase dans ce Golfe du Morbihan. Alors vous comprenez tout et vous avez tout compris maintenant sur les Basques et le renouveau de la tradition maritime en Pays Basque. Et je suis avec un homme qui est considéré comme une légende, je vous le disais tout à l'heure. Hello Lance, hello. Thanks for joining us. You're American, vous êtes américain, c'est très surprenant et vous avez travaillé avec les Basques pour être à l'origine de ce renouveau. Comment ça a commencé? Comment vous avez travaillé avec les Basques? How did you happen to work with the Basque sailors? Well, 40 years ago, I started a traditional boat building school and Seamanship International. Alors, il a commencé il y a 40 ans une école pour la maintenance de bateaux, la construction de vieux bateaux. Il y a 4 décades, ouais, 40 ans, ok, même. 30 years ago, Javier Agote have come to us
and he was in charge of building the America Tatic. Et il y a quelques années, Javi, que vous avez vu dans le reportage, donc est allé voir Lance aux États-Unis. Our great interest has been the fine and distinctive workboats of the world. 12 different nations, and America Tatic was a perfect example. Alors, il voulait travailler sur tous les bateaux du monde. C'est ça l'esprit de la chose, c'est cette internationalité, si on peut dire, et faire que tout le monde travaille ensemble sur des bateaux et que les gens puissent se retrouver. We'll join you later in the show, Lance. Stay with me. Ok, on va retrouver Lance tout à l'heure, mais tout de suite, on va partir sur l'eau, retrouver Isabelle qui est avec le grand Manitou du musée maritime de La Rochelle. C'est ça, Isabelle? Absolument, Laurent. Je suis avec Patrick Schnepp, mais avant cela, je voulais quand même vous montrer ce bateau très célèbre qui se trouve juste derrière moi. Il s'agit de Joshua, le ketch de Bernard Moitessier. C'est avec cette embarcation que Bernard Moitessier avait pris le départ en 68 du premier Golden Globe, premier tour du monde sans escale et en solitaire. Et alors qu'il était en tête, eh bien, il avait décidé d'abandonner et puis de partir comme ça dans les îles de la Polynésie. Ce bateau est effectivement depuis 1990 propriété du musée maritime de La Rochelle que vous dirigez, Patrick Schnepp. Il est classé aussi monument historique depuis 1993. C'est pas le seul des bateaux du musée maritime qui naviguent cette semaine. Non, on a une soixantaine de bateaux qui portent le pavillon du musée maritime, qui nous ont fait l'honneur, le plaisir, le bonheur pour tout le monde de venir naviguer dans cet événement extraordinaire qu'est la semaine du Golfe. Vous la connaissez bien cette semaine du Golfe. J'en ai pas raté une et j'espère que ça continuera longtemps. Alors vous avez effectivement créé, on va dire, un concept de musée un petit peu particulier à La Rochelle. Expliquez-nous comment il fonctionne, votre musée maritime. Si vous voulez, pour nous, le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Donc on encourage les propriétaires de bateaux, principalement de yachts classiques, à venir chez nous et à naviguer. Donc on tient à ce que les bateaux fassent au moins 3 régates par an, soient merveilleusement entretenus, ce qui permet aux chantiers navals à côté, aux charpentiers de marine de continuer à vivre, au savoir-faire de se transmettre. Et puis on a des très gros bateaux comme le Francin, qui eux, on ne fait pas naviguer, mais qui accueillent des dizaines de milliers de visiteurs par an. Ouais. Et effectivement, les propriétaires jouent le jeu, ils vous amènent vos bateaux, évidemment. Écoutez, d'abord, c'est un regroupement de gens qui ont un peu les mêmes goûts. Quand on se retrouve avec des beaux bateaux en bois, avec des mâts vernis, c'est quand même plus agréable, ça fait une espèce de village marin formidable. Merci Patrick Schnepp, on va poursuivre notre balade ici sur le Golfe, mais avant cela je vous propose de faire un petit détour par l'île aux Moines que vous connaissez bien j'imagine, et on va découvrir l'un des petits bateaux de cette parade, un tout petit, vous allez voir, il s'appelle Rétro, un petit bateau à moteur. Les bateaux à moteur étant cette année plus nombreux que les années précédentes, même si on a eu un petit peu de mal à repérer leur flottille cette semaine, regardez. C'est bien son sport. C'est sport avec vous. Alors moi j'hésite aujourd'hui, je ne sais pas si je suis une poupée dans un bateau de poupée ou une James Bond girl. Thierry, c'est l'un des plus petits bateaux de la flotte, votre bateau. Je pense effectivement, il fait 3,60 m, c'est un Dinghy Roca de 1958, donc en acajou-bois, et donc issu en fait des canoës, quoi. C'est un bateau qui est fait pour aller en mer, vraiment, ce bateau-là? C'est plus un bateau de lac et de rivière qu'un bateau de mer, mais il y en avait beaucoup en Méditerranée. Alors, en Atlantique et en Manche, peut-être un peu moins. Il y a une sensation qui est très rétro, qui est très... on a une autre vision, en fait. C'est vrai qu'on est vraiment à ras de l'eau, là. Ouais. Pour voir le paysage, pour voir... Dans le Golfe, c'est quand même l'idéal, pour la balade. Sympa. Il faut éviter les gros bateaux, simplement qui passent à côté. Voilà, il faut des grosses vagues. En plus, on est en version sport, donc sans le pare-brise. Mais là, on a un petit moteur, il a un beau ralenti, il est sympa, il marche bien. C'est la première fois qu'il va à l'eau, là. Et qui participe à cette semaine du Golfe. Voilà. Bon, en attendant, on va peut-être faire un petit demi-tour parce qu'on va peut-être essayer de partir à la recherche des autres bateaux motonautiques. On les a un peu perdus, pour tout vous dire aujourd'hui. On va essayer de les retrouver. Allez. Bien, c'est parti. Youhou! Ah, ça va vite, Wouh! Ça mouille aussi, Toujours en direct sur l'île Berdère, donc au milieu de cette grande parade du golfe du Morbihan. C'est vrai qu'il est tout petit ce bateau sur lequel est montée Isabelle. Ça, il n'y a pas de place derrière pour les enfants et les bagages, c'est clair. On est toujours avec Lance. Thanks for staying with us, Lance. What are your future plans, your future projects? Quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? My great interest and therefore my actions are to encourage and found apprentice
programs making and using useful materials between the youth of as many countries as is ever possible. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sa grande volonté, son grand souhait, c'est d'arriver à former les jeunes ensemble de tous les pays du monde et du plus de pays possible dans le monde, ensemble pour travailler ensemble. Okay, this is something you really want, this internationality. C'est quelque chose que vous avez vraiment à cœur, cette internationalité. Et c'est people working together, et les gens qui font des choses ensemble et qui travaillent ensemble. That's really something you want. That is absolutely true. I wish to aid in placing quarreling humanity on the path to peace. And the way to do that is to do things together. In the age of information, which is passive, we must have action controlled by care. Craftsmanship, boat building, boat handling in the Gulf du Morbihan is excellent. Alors, construire des bateaux, s'occuper des bateaux, faire de la maintenance sur les bateaux, eh bien, à l'époque où l'information est très passive, c'est une manière active de voir les choses et c'est le grand credo de Lance. On va fêter 2 anniversaires maintenant. D'abord, les 30 ans du Chasse-Marée, revue dont on vous parle depuis le début de l'émission, revue indispensable que tous les gens qui passent ici sur des bateaux ou qui sont sur ces bateaux derrière nous ont lu au moins une fois dans leur vie. C'est indispensable, le Chasse-Marée, et ça fête ses 30 ans. Il y a d'ailleurs une très belle photo des Basques en couverture pour ce dernier numéro qui vient de sortir, le numéro anniversaire. Et puis il y a un autre anniversaire, et c'est avec Isabelle qu'on va le fêter, au chantier du GIP, au pluriel, et chantier aussi, puisqu'il y a plusieurs chantiers du GIP, et eux aussi fêtent leurs 30 ans. Alors, musique. Cette anse que vous découvrez derrière moi, eh bien, il s'agit de l'anse du GIP à l'île aux Moines, cette anse qui a donné son nom au fameux chantier du GIP. Ils sont nés il y a 30 ans et aujourd'hui ils se sont bien agrandis puisqu'ils sont présents sur 3 sites, Brest, Lorient et ici à l'île aux Moines. Et pour fêter cet événement, eh bien, une centaine de bateaux construits et restaurés au chantier du GIP sont venus ici cette semaine. Paul Bonnel, bonjour. Bonjour. C'est difficile de venir jusque chez vous, on le voit, c'est périlleux, c'est une vraie aventure. Mais non, on vous offre une séance de thalassothérapie à l'œil, c'est plein d'oligo-éléments, c'est très bon pour la santé. Alors ça fait 30 ans quasiment que vous êtes ici, que vous avez découvert ces chantiers. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Je suis arrivé moi en 83, je venais du nord de la France où j'étais moulageur, c'est-à-dire charpentier de moulin. Et j'ai rencontré l'équipe du Chasse-Marée à Douarnenez qui m'a dit écoute Paul, il y a 2 charpentiers sur une île qui bossent sur une construction de bateaux du patrimoine et bateaux de pêche. Ce qui m'a plu, c'est que c'était vraiment la création du bateau-bois, que c'était vraiment partir d'un projet de base et pour mener des constructions complètes. 30 ans après, combien de bateaux sont sortis des chantiers? Combien ont été construits, restaurés? Plus d'une centaine, 46 guépards et des tas d'autres jolis bateaux du patrimoine. Oui, la recouvrance par exemple en fait partie. La recouvrance en fait partie, les synagos que vous voyez derrière nous, les yawls de Bantry et plein d'autres bateaux. En tout cas une belle fête cette semaine, vous aviez prévu le soleil, tout était là. Tout était là les amis, tout. Mettre le pied sur les vernis. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de m'accueillir à bord. Tu es bienvenue à bord. Alors là, on se trouve sur le Babar. Le Babar, c'est l'un des bateaux emblématiques du chantier du GIP. Il a été construit il y a 30 ans. C'est le 81, c'est le premier bateau construit par les chantiers du GIP. Vous l'avez depuis 17 ans, Pierre. Oui. C'est une histoire d'amour? C'est une histoire d'amour. Quand j'ai vu le bateau pour la première fois, je savais en montant dessus que ce serait mon bateau. Alors, vous avez fait un tour du monde avec, et puis il y a 2 ans, vous décidez pour une nouvelle aventure, un nouveau tour du monde. Ça se passe pas très bien, vous êtes obligé de rentrer. Et là, juillet 2010, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à 150 000 dans l'ouest de Pinmar, je suis percuté à 5 h du matin par un cargo. Donc, j'ai réussi à ramener mon bateau le 18 juillet dernier, directement ici.
Et le pari, c'était qu'il navigue à nouveau pour cette semaine du Golfe. C'était un pari puisque Paul Bonnel, qui a diagnostiqué les travaux, m'a dit on réparera. Et là, effectivement, il renavigue pour cette semaine du Golfe. Oui. C'est l'une des belles histoires des 30 ans du GIP. Oui, on peut être très très fiers du travail qui a été réalisé par le chantier du GIP. Alors justement, on parlait des 30 ans du chantier du GIP. Eh bien, juste derrière nous, vous apercevez le Marie Fernand. C'est justement un bateau qui a été restauré au chantier du GIP. Gwendal Jaffry, racontez-nous un peu l'histoire de ce bateau qui est normand et qui participe pour la première fois à cette semaine du Golfe. Sa première participation, effectivement, est un bateau très intéressant. On appelait des hirondelles de la Manche. Ce sont les bateaux qui servaient au pilotage au port du Havre. Donc Marie Fernand a rescapé, parce que c'est une vieille demoiselle tout de même, mais rajeunie par le chantier du GIP en 2008, où le bateau a été remis à l'eau durant les fêtes de Brest. Il a été classé monument historique en 86, je crois, ce bateau. Et comme vous le disiez, il a fait son apparition à Brest 2008. Et d'ailleurs, le Chasse-Marée en avait fait à l'époque sa une. Il était en photo de votre revue. Le Chasse-Marée qui, cette année, fête ses 30 ans. Tout coïncide, le chantier du GIP, le Chasse-Marée. Il faut dire que vos destins sont vraiment très liés. Il y a un peu une histoire commune, effectivement. C'est vrai que les deux entreprises ont grandi ensemble. Et puis aujourd'hui, le Chasse-Marée avec 232 numéros qui tenait à fêter cet anniversaire durant la semaine du Golfe. Alors c'est vrai que le Chasse-Marée a été aussi à l'origine de bien des rassemblements comme celui-ci. C'est un petit peu grâce à vous qu'ils existent, ces rassemblements aujourd'hui. Le Chasse-Marée a même organisé des rassemblements, puisque les premières fêtes maritimes de Douarnenez et de Brest en 92, c'est le Chasse-Marée qui les organise. Ça, on ne le sait pas trop, mais c'est une maison d'édition qui est allée un peu au-delà de l'édition, justement, par militantisme. Alors 30 ans, il fallait quand même fêter l'événement d'une certaine manière. Vous changez tout, changez la maquette, il y aura plus de photos. À quoi elle va ressembler cette revue? Alors la nouvelle revue, c'est plus de pages pour le même prix, je tiens à le signaler. C'est assez rare dans notre monde contemporain. Et puis donc on a voulu regagner en élégance et mettre aussi, avec ces 8 pages supplémentaires, on a une mise en valeur de l'iconographie qui nous semblait importante. Alors Gwendal, avant de retrouver Laurent, un petit mot quand même, parce que pendant qu'on parle, tous les bateaux passent derrière nous, on les voit là-bas. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les bateaux qu'on vient de voir passer à l'instant? Là on a vu de très belles unités passer. On a eu Viola, un plan Fife centenaire. On a eu le Renard qui a été construit durant le concours de 92. J'ai vu également le Jules Verne, le Saint-Michel II, donc la réplique du cotre de Jules Verne, son deuxième bateau de plaisance passé. Donc voilà, c'est un spectacle toujours magnifique. On avait un plan d'eau un peu vide et puis subitement il se remplit avec que de belles choses. On ne sait plus trop où regarder. C'est magique. Merci Gwendal. On va continuer nous de stimuler un petit peu cette flotte à la recherche d'autres bateaux. À tout à l'heure Laurent. Merci Isabelle, merci à Gwendal. Vous savez, le Marie Fernand, le cotre pilote du Havre, on le connaît bien en Normandie. Il y en a quelques-uns comme ça. Bon, c'est vrai, moins qu'en Bretagne, je l'avoue, des bateaux un peu comme ça. Il y a le Marie Madeleine, par exemple, aussi. Alors, on va aller retrouver un nouvel invité maintenant dans cette émission. C'est Marc Roux. Bonjour, merci d'être venu poser votre Ravel, magnifique petit bateau sur la plage de Berdères ici. On a l'habitude de vous voir puisque vous êtes le manager de recouvrance dans un bateau beaucoup plus grand. Alors c'est quoi l'histoire de votre Ravel? Alors l'histoire de... Bonjour, l'histoire de notre Ravel, c'est 30 ans de fête maritime sans bateau et dans les organisations. Et comment ma femme souhaitait me suivre à chaque fois. Et au bout de 30 ans, elle m'en a offert un. Ouais, c'était plus simple. Voilà, c'était plus simple. On voit Recouvrance en hélico là, qui est dans la flotte là, en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité cet Ravel? Il est quoi? Il est véloce? Il est ardent? Oui, c'est un bateau assez rapide. Alors, et puis un petit peu tout terrain. C'est un dériveur qui pèse 130 kg. C'est dans la catégorie voile aviron. Donc on peut l'emmener un petit peu partout. Par exemple, l'été dernier, on a fait un petit peu de voile et d'aviron sur le lac d'Annecy, mais aussi les canaux d'Amsterdam. Ça change, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Et à la godille, donc, dans les canaux? Dans les canaux, c'est à la godille, mais sur le rythme du vélo, plus que sur le... Je pense que les Hollandais, ils ne devaient pas voir ça souvent quand même, des bateaux à la godille. Non, ils ne connaissent pas bien la godille. Il y a beaucoup de péniches dans les canaux d'Amsterdam, mais il y a peu de bateaux à la godille. Oui, ils observaient ça avec un réel intérêt. Vous êtes fier de votre bateau, aussi fier que de Recouvrance? Ah oui, on est toujours fier de son bateau. Alors évidemment, la Recouvrance, l'histoire elle est très très belle parce qu'elle a été construite il y a près de 20 ans par les chantiers du GIP qui ont réussi à pérenniser une activité à Brest. Et ce magnifique, on est toujours fiers de son bateau et on l'entretient, que ce soit à la Recouvrance, que ce soit à Vel, on y passe des heures à l'entretenir
son plaisir à soi, mais aussi le plaisir des yeux. Et ça permet d'emmener la famille, ce bon bateau vif, ardent, véloce et très solide. On va vous retrouver tout à l'heure, Marc, mais pour l'instant, on va retrouver deux amoureux du golfe. Car le golfe du Morbihan, même si on va naviguer dans les glaçons, dans l'Antarctique, passer le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance, même si on part à l'autre bout de la planète, eh bien on y revient toujours parce que c'est un lieu magique. Exemple avec deux noms que vous avez déjà forcément entendus, Eugène Riguidel et Gilda Flao. Le bateau d'Eugène s'appelle la Rieuse. Construit dans les années 60, c'est un des premiers guépards, voilier traditionnel du Golfe. Encore un petit peu d'air. Ouais. Tout à l'heure, il y avait vraiment plus d'air. Gilda, lui, a découvert les vertus du kayak, capable de naviguer dans 20 cm d'eau. Aujourd'hui, les deux amis quittent Arradon pour une balade dans cette petite mer qu'ils connaissent comme leur poche. C'est précis comme bar, c'est bien. Très évolutif. Parfaitement adapté à tout ce qui se passe dans le Golfe. Ce bateau-ci, il y a Gilda, s'en sert beaucoup. J'ai un pote qui s'appelle Raymond, qu'on appelle Raymond le Suisse alors qu'il est espagnol. Mais bon, voilà, c'est toute une histoire que je connais depuis très longtemps. Et on est 3 ou 4 comme ça à le prendre selon les besoins, quoi. Et on fait tous naviguer des gens, on va à la pêche avec, enfin c'est top, c'est vraiment bien. La Rieuse, il s'appelle celui-ci. Moi je suis né en 40, hein, donc dans les années 50 je naviguais déjà, mais entre les années 50 et 60 par exemple, il y avait encore toute une flotte de Sinago. Ces magnifiques bateaux de Séné, là, eux ils partaient avec le jusant comme nous aujourd'hui, on part avec la marée descendante, on va pêcher à droite à gauche. Et on revient avec le flot. Et quand il y avait calme plat, c'est les synagogues, les gars réparaient les filets ou nettoyaient les poissons. Et c'est les synagogues qui tractaient le synago à l'aviron. Ah, c'est vraiment... Là, je vais virer. Hein. D'accord. Ça a l'air simple comme ça. Mais pour naviguer ici, il faut connaître les caprices des vents et des courants qui peuvent atteindre 20 km/h. Pour Eugène et Gilda, le golfe reste une fantastique aire de jeu. Je vais surfer sur ta... Hein? Je vais surfer sur ta vague. Ah ouais. Profite. Eugène, c'est quelqu'un qui n'est pas prétentieux dans le sens où il a navigué sur des très jolis bateaux, sur des grands bateaux très techniques. Mais enfin, il continue à avoir toujours un œil et une approche extrêmement humble et extrêmement simple du territoire où il est né, et qui est ce territoire-là. Et c'est vrai qu'Eugène m'a toujours dit que finalement, dans le Golfe, on pouvait rencontrer toutes les conditions de navigation qu'on pourrait rencontrer dans le monde à une échelle petite, et que pour qui veut apprendre ou pratiquer tout simplement, toutes ces conditions sont réunies. Ah, on va quand même pas se faire prendre dans le contre-courant. Essayer de s'écarter un poil parce qu'il y a quand même des cailloux là. Ah non, je peux même pas virer. Bon bah ça va aller, ah ça y est. Il va nous déborder le courant. Alors, il y a des dénivellations là avec le courant, mais à Erlanix ça atteint 80 cm par moment la marche qu'il y a. Ça y est, on est retombé de l'autre bord. Et voilà. Ouais, c'est un fleuve. Hein. Alors Gavrenis, on voit le tumulus là. Tiens, il y a des mecs qui désherbent là. C'est un des plus beaux tumulus du monde. Moi j'ai passé des nuits entières dans le... Maintenant ils l'ont enfermé, ils ont mis des grilles et tout ça. Bon. C'est la pointe sud de l'île Longue là. Et ça m'arrive quand c'est à marée haute. La mer monte, il reste tout petit peu de sable. Moi j'échoue le bateau et alors je suis impressionné par ce sapin qui vient et c'est le petit sapin, on voit le tronc là sous le... Il vit carrément les pieds dans l'eau de mer lui.
Sommes partis devant arrière, Jop, sommes partis devant arrière, Jop, reviendront en louvoyant l'est-l'est, reviendront en louvoyant l'estement. Et nous irons mouiller nos ongles, Jop, et nous irons mouiller nos ongles, Jop, sous le vent à la jument, l'est-l'est. Sous le vent à la jument, lestement. Il y a un bateau qui est échoué là-bas, t'as vu la balise là? Ah ouais, merde, direct dessus. Il était ce matin, remarque. Ça c'est le paluden ça. L'anse du paluden, c'est là où j'ai pris une prune là, en mettant mon bateau là sur la vase. Ouais. Parce que c'est interdit, c'est-à-dire qu'ils ont fait des... Ils ont concessionné les endroits aux ostréiculteurs, à la Sage-et-Mort et tout ça, et tout le reste ils l'ont interdit. Je suis un amoureux de la voile. Moi, j'ai parcouru le monde avec des voiliers et je trouve que c'est pacifique, c'est léger, c'est... Moi, je milite pour que le golfe du Morbihan devienne un territoire expérimental en qualité de la vie. Eugène Riguidel et Gilda Flao, donc dans le golfe du Morbihan, car on revient toujours à ses premières amours. Regardez derrière nous, derrière moi, le spectacle qui continue de cette grande parade de la semaine du golfe, ce point d'orgue de cette grande semaine de la voile traditionnelle. Je suis avec François de Beaulieu. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce grand numéro de Littoral, en direct depuis l'île Berdère, donc dans le golfe du Morbihan. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur le patrimoine de la Bretagne en tout genre, hein, patrimoine culturel, historique, et vous venez de sortir le dictionnaire du golfe du Morbihan. Il est là, aux éditions Le Télégramme, c'est écrit là. Pourquoi vous avez eu envie de faire un dico sur le golfe du Morbihan? Parce que ça fait depuis que je suis adolescent que je m'intéresse au golfe, parce que quand on est à l'île aux Moines, soit on fait du bateau, soit on s'ennuie. Et moi, j'ai trouvé le biais de m'intéresser aux traditions et puis après à l'archéologie. Et finalement, 40 ans plus tard, j'avais tout dans ma bibliothèque et parmi les gens que je connaissais, parce qu'on ne fait pas un ouvrage comme ça tout seul, et ça a permis de synthétiser tout ça et de le condenser dans un dictionnaire. Alors ça va évidemment de A jusqu'à Z, c'est le principe même d'un dictionnaire. Et il y a quelques exemples assez croustillants, enfin je ne sais pas si on peut employer ce terme-là. Par exemple les impôts, c'est très spécial dans le golfe du Morbihan. Parce que je pense on peut attendre dans un dictionnaire comme ça à trouver les oiseaux du golfe, les synagos et les choses les plus connues. Mais ça veut aller plus loin aussi, parler de la vie économique, sociale et d'entrées auxquelles on ne pense pas, mais qui sont la vie d'aujourd'hui. Et effectivement, les niveaux de revenus dans le golfe qui sont ce qu'ils sont. Ils sont assez hauts, on va dire. Ils sont assez élevés. Autre exemple pittoresque et bizarre, ce sont les cimetières. Voilà. Pour moi, c'est un des endroits de mémoire importants du golfe et j'ai tenu à aller dans tous les cimetières et j'ai découvert des tombes qui étaient émouvantes, qui tenaient une partie de la mémoire et j'invite tout le monde à aller dans les cimetières où c'est quelque chose qui permet de renouer avec aussi le passé du golfe. Et comme il y a beaucoup de nouveaux venus dans le golfe, je pense que pour eux, tous les gens vont pouvoir... C'est un moyen de découvrir et d'apprendre. Le dictionnaire du golfe du Morbihan aux éditions Le Télégramme par François de Beaulieu, c'est lui. On va retrouver Isabelle tout de suite dans la parade.